Bonjour à tous, je m'appelle Peter Prats, je suis le porte-parole de l'ISNAR IMG et c'est un plaisir pour nous de vous présenter aujourd'hui cette première table ronde du congrès intitulée Interprofessionnalité, en réalité, comment je fais? Je vais commencer par déclarer mes liens et mes conflits d'intérêts. Je suis interne de médecine générale à Rennes et j'ai été élève de Madame Anezo, que je vais vous présenter dans quelques instants lors d'un séminaire dédié lui-même à l'interprofessionnalité. Nous allons aborder ensemble aujourd'hui la notion de collaboration entre les professionnels dans notre pratique de la médecine générale, tant pendant l'internat qu'après, et selon le mode d'exercice que nous choisirons. Je remercie tout d'abord nos trois intervenants qui ont accepté notre invitation et qui vont pouvoir nous apporter un regard réellement pluridisciplinaire sur cette question. Tout d'abord, Madame Anezo, infirmière, spécialisée dans l'éducation thérapeutique et formatrice à l'interprofessionnalité. Madame Vézina, maître de conférences en sociologie à l'Université de Reims et qui s'est beaucoup intéressée ces dernières années aux maisons de santé pluriprofessionnelles. Et enfin, le docteur Lécher, médecin généraliste avec un parcours professionnel riche en diversité et actuel président de la Fédération des CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé. Alors, pourquoi cette question? C'est un thème d'actualité pour la profession, une plus-value majeure pour notre pratique et pour nos patients. La collaboration et la coordination des soins sont au cœur de la médecine de ville et au centre des évolutions actuelles et des évolutions futures de notre système de santé. Mais l'interprofessionnalité, finalement, ça ne s'improvise pas complètement. Cela nécessite une prise de recul, une connaissance des professionnels qui nous entourent et une découverte des différentes manières de travailler pour un projet commun. Peut-être avez-vous entendu parler ces dernières années des maisons de santé pluriprofessionnelles, les MSP, qu'il est arrivé parfois qu'on qualifie de coquilles vides, c'est-à-dire des structures toutes prêtes, mais où finalement la construction d'une véritable équipe de professionnels ne s'était pas forcément réalisée. Nous allons donc cet après-midi réfléchir aux questions suivantes. Qu'est-ce que l'interprofessionnalité et peut-on s'y former? Ensuite, nous verrons quelle est l'organisation des professionnels de santé dans une MSP, en revenant bien sûr sur ce qu'est une MSP. Et finalement, quels sont les autres modes d'exercice qui peuvent permettre une pratique en interprofessionnalité. Vous pourrez poser vos questions aux intervenants ou simplement nous faire partager votre témoignage à la fin de ces présentations. Tout d'abord, nous, internes de médecine générale, comment nous projeter dans l'interprofessionnalité et comment concevoir, construire cet état d'esprit, cette volonté de collaboration, de rencontre avec les autres professionnels. Pour répondre à cette question, je tiens à vous remercier, Madame Anezo, d'avoir accepté notre invitation. Vous avez une expérience très importante dans l'éducation thérapeutique des patients, dans l'interprofessionnalité, dans le domaine de la formation, et vous avez côtoyé plusieurs générations d'étudiants. C'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous faire partager cela, pour nous faire partager cela. Dans un deuxième temps, nous allons réfléchir à la diversité des pratiques et plus particulièrement à la pratique en maison de santé pluriprofessionnelle, un mode d'exercice que nous, internes de médecine générale, avons peut-être déjà entendu parler, mais que nous ne côtoyons pas forcément beaucoup en stage ambulatoire. Ceci grâce à Madame Nadège Vézina, donc sociologue spécialisée en sociologie des professions. Vous avez enquêté auprès des professionnels de santé en maison de santé pluriprofessionnelle et vous allez pouvoir nous faire découvrir le fruit de vos travaux.
Enfin, nous allons nous interroger sur les autres modes d'exercice qui permettent une collaboration entre professionnels. Pour cela, nous remercions le docteur Lécher. Vous êtes donc médecin généraliste dans la Drôme. Vous présidez actuellement la fédération des CPTS, dont vous pourrez nous dire un mot, bien entendu. Et vous avez été président du syndicat MG France pendant plusieurs années. Vous avez eu l'opportunité d'exercer dans différentes conditions de pratique que vous allez pouvoir nous présenter. Je vais donc maintenant donner la parole à Madame Anezo qui va nous présenter les grands principes de l'interprofessionnalité. Oui. Merci Peter. Alors, avant de passer à la tribune, je vais rester assise sur ma chaise parce que je suis venue avec des petits copains de Bretagne. Et donc, je vais vous les faire d'abord découvrir et puis après, je prendrai la parole. Voilà, à tout de suite.
Voilà, merci. Merci, merci. Je pourrais presque ne plus rien dire et arrêter là. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites là par les petits copains, par ces clowns. Alors pourquoi des clowns? Je vous expliquerai tout à l'heure d'où ils sont issus, ces clowns, et tout ce qu'ils racontent. En fait, ce qui est intéressant, c'est la symbolique du clown par rapport aux différents métiers qu'il représente. Un clown en théâtre, moi je fais beaucoup de théâtre, c'est pas un personnage. Un clown, c'est un processus égotique et qui existe surtout à partir des états d'âme qu'il se crée. Et un clown, il est beaucoup enfermé dans moi je. Voilà. Donc, ce dont on va parler cet après-midi, comme nous l'a dit Peter tout à l'heure, c'est tout l'enjeu de l'interprofessionnalité. C'est comment je sors de mon moi-je pour rencontrer l'autre moi-je et arriver ensemble sans doute à construire du nous. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire et comment on va faire pour construire ce nous? Alors c'est aussi tout l'enjeu. On peut repartir des définitions. Bon, je vais juste passer très rapidement là-dessus, parce que je crois que Nadège y reviendra, mais c'est tout l'enjeu de passer du pluri à l'interprofessionnalité. Donc c'est quoi la pluriprofessionnalité? D'après M. Manoukian, c'est une équipe composée de professionnels variés dont les actions ne sont pas toujours concertées. Ça, on sait faire, il n'y a pas de souci. On sait faire, c'est les bureaux les uns à côté des autres. Dans tous les domaines, on sait faire ça. Et ça fonctionne très très souvent comme ça. Par contre, dès qu'on parle d'interprofessionnalité, on passe complètement à autre chose. Et là, il va s'agir de favoriser chez les professionnels, vraiment de travailler dans l'intérêt commun de chacun, par la complémentarité des compétences et le respect d'un partenariat. Et tout ça afin d'optimiser les réponses à apporter aux besoins. Et donc les besoins, eh bien, ils vont être évidemment pour nous, dans un premier temps, professionnels de santé, on va penser aux besoins de nos patients, mais on va voir aussi que les patients, ce sont les habitants d'une population, voilà, donc répondre aux besoins d'une population. Et puis, le dernier intervenant tout à l'heure nous en parlera sûrement, sans doute aussi tout ça envisagé dans les besoins d'un territoire. Alors, pour répondre à cette question en vrai, dans la vraie vie, comment on fait? Moi, voilà, ma petite parole, je pense que je suis le témoin aujourd'hui parce que j'ai quand même quasiment 40 ans de métier. Donc, j'ai rencontré beaucoup de gens et j'ai mené beaucoup de travaux. Mais ça va s'appuyer sur mon expérience professionnelle, toutes mes expériences. Donc, j'ai d'abord été infirmière à domicile pendant 20 ans, en Bretagne. J'ai travaillé en Bretagne. Et puis ensuite, j'ai été coordinatrice d'un réseau diabète, d'un réseau de santé pour les diabétiques, quand ils existaient encore. Voilà, donc pendant 10 ans, de 2001 à 2011. Et puis depuis 2010, je suis formatrice en éducation thérapeutique. Alors je vais m'appuyer bien sûr sur cette expérience, mais sur une autre expérience aussi que je mène depuis 10 ans. Depuis que j'ai été coordinatrice du réseau diabète, en fait, j'ai développé avec toute une équipe, évidemment, c'est pas je seulement, nous avons développé une formation très originale, même puisque nous sommes les seuls à le faire en France, qui s'adresse à des étudiants en formation initiale, des étudiants en santé et en social, et qui s'intitule « Apprendre à travailler ensemble ». Donc, si je suis là aujourd'hui, parce que Peter participe à ce séminaire à Rennes, et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est de ce séminaire et pourquoi c'est important de se préparer, pour nous en tout cas, à l'interprofessionnalité pendant le temps des études, avant de commencer à travailler sur le terrain. Alors, apprendre à travailler ensemble. Donc ce séminaire, ça fait 10 ans qu'on le déploie, qu'on le développe. Et pour l'instant, on le développe à Rennes et à Besançon. On a eu aussi l'occasion de mener un séminaire sur Lille et puis un autre sur Créteil. Le principe de ce séminaire, c'est qu'il rassemble entre 100 et 120 étudiants. Peut-être certains d'entre vous y ont participé ou y participent. Et ces étudiants sont volontaires, c'est-à-dire qu'ils ont
vraiment fait le choix de participer à ce séminaire optionnel. Il rassemble quoi? Il rassemble qui, pardon? Des sages-femmes, des médecins généralistes, des infirmiers, des kinés, des assistantes sociales, des ergothérapeutes, des orthophonistes, pharmaciens, psychologues, pédicures, podologues. Vous voyez, on a vraiment un beau panel de professions qui sont représentées dans ce séminaire. Et puis, l'important, c'est qu'il y ait une implication de tous les instituts qui y participent, puisqu'il y a un formateur de chaque institut qui participe véritablement au séminaire. Et puis, ça permet aussi pour les étudiants, quand ils participent à ce séminaire, de valider des heures de formation, parce que, pour la majorité aujourd'hui des professions citées, c'est intégré au référentiel. Donc voilà un projet qui est assez ambitieux, parce que ça nécessite, vous imaginez, de travailler véritablement tous ensemble pour monter 6 jours de formation de ce type-là, mais c'est réaliste puisqu'on arrive à le réaliser depuis 10 ans et à le faire évoluer. Alors donc, mes réponses à comment on fait en vrai sur le terrain pour développer l'interprofessionnalité, ça va s'appuyer sur mes expériences d'une part et puis sur ce séminaire. Alors, moi, de ma pratique, mais bien sûr aussi depuis que nous développons ce séminaire, on s'est rendu compte vraiment de l'importance de développer cette pratique de l'interprofessionnalité selon 3 axes. Et ces 3 axes-là, ils sont nécessaires. À notre avis, ils sont absolument essentiels. Et puis, ils vont dans un ordre bien défini. La première chose, c'est tout d'abord d'apprendre à se rencontrer, d'apprendre à se connaître et à se reconnaître les compétences des uns et des autres. La deuxième chose, c'est vraiment de partager des temps de réflexion et des temps, quand j'ai écrit penser, parce que je pense que c'est très important de ne pas oublier le fait que de pouvoir arriver à travailler ensemble, ça passe véritablement par de la réflexion ensemble. Et après, on arrive à construire ensemble. Donc, j'insiste bien sur le fait que pour pouvoir travailler ensemble, il faut d'abord être ensemble pour pouvoir construire ensemble. Ça, ce sont vraiment, pour moi, les 3 essentiels. Alors, comment on fait ça, nous, dans notre séminaire, ou comment on peut faire ça sur le terrain, dans votre futur terrain de professionnel? Mais dans le séminaire, on démarre d'abord en proposant sur un premier module de formation aux différents métiers de travailler sur les représentations, leurs représentations sociales, les identités professionnelles, les représentations qu'ils ont des autres métiers. D'où sont issus les petits clowns que vous venez de voir. Pourquoi ? Parce que ces représentations, elles sont très très fortes. Nous sommes tous construits comme ça, je pense que notre sociologue nous en reparlera peut-être tout à l'heure, mais nous sommes construits, nous fonctionnons sur la construction de nos représentations, et nos représentations, elles ont un impact direct avec nos façons de fonctionner. Voilà. Et tant qu'on n'a pas pris conscience de nos propres représentations des autres métiers, mais peut-être aussi des représentations que les autres ont de nous, c'est compliqué de pouvoir arriver à travailler ensemble. Donc déjà, la première chose que l'on fait avec les étudiants, c'est de travailler là-dessus. Et puis de se rencontrer. Donc, on organise des speed dating professionnels dans ce séminaire, par exemple. Des séances de drague rapide professionnelle. Rapidement, c'est vraiment de rencontrer tous les autres métiers présents pour voir ce que l'on peut arriver à faire ensemble. Et puis aussi, bien sûr, pour favoriser les coopérations, c'est important d'identifier quels sont les freins à ces coopérations. Donc là, on a l'éclairage de la sociologie qui vient vraiment nous permettre de prendre conscience de tout ça. Alors, dans la vraie vie, pour plus tard, pour vous, comment on peut faire ? Je pense que, en effet, c'est une chose importante de travailler sur les représentations. Alors après, on trouve plusieurs modalités pour le faire, mais je pense que c'est une étape qui me semble absolument nécessaire. Ça peut passer, par exemple, par le fait de faire l'état des lieux du territoire sur lequel on a envie de s'installer, avec les autres professionnels. Qui ça va concerner, ce projet interprofessionnel ? Et puis là, c'est important de n'oublier personne, d'essayer vraiment de faire la cartographie de tous les acteurs qui peuvent faire partie de ce projet interprofessionnel.
Quand je dis n'oubliez personne, quelquefois, je me souviens d'un réseau de santé qui avait complètement oublié et zappé de travailler avec les pharmaciens sur leur territoire. Ils ont rattrapé le tir après, mais ça a été compliqué. Parce que, voilà, une profession oubliée, ça fausse quelquefois un petit peu le jeu au démarrage. Donc il faut faire attention à ça. Vraiment essayer d'être assez large dans l'éventail des acteurs avec lesquels on va travailler. Oser se rencontrer, oser échanger avec les autres. Je connais, moi, des maisons de santé ou des pôles de santé pluridisciplinaires où les professionnels n'hésitent pas à aller passer une demi-journée avec les autres professions présentes sur la MSP. Ça, c'est une façon, alors vous allez me dire, ouais, mais on n'a pas le temps. On gagne du temps en faisant ça. Aller passer peut-être pas, mais 2-3 heures, voilà. Mais avec les autres métiers, ça va vous permettre de comprendre ce que c'est la réalité de ce métier, de comprendre exactement quand vous allez prescrire des soins de podologie ou bien quand vous allez prescrire des soins de kiné, de savoir ce qui se passe dans un cabinet de kiné ou un cabinet de pédicure podologue, ça peut toujours être intéressant. Voilà. Vous n'allez faire que vous enrichir en faisant ça. Faire une place à la parole. Alors tout de suite, on avait notre diététicienne qui disait qu'on pourrait déjeuner ensemble ou manger ensemble. Oui, ça c'est aussi important de faire place à la parole à travers, par exemple, la convivialité. On verra bien sûr aussi, il y a tous les temps de réunion, mais attention à la réunionnite aiguë. Donc le temps de la parole, c'est aussi des moments peut-être plus informels. Et puis prendre conscience de la place nécessaire de chacun. Et là, par exemple, je pense à la secrétaire. La secrétaire dans une maison de santé pluriprofessionnelle, dans un pôle de santé, dans un projet interprofessionnel, la place de la secrétaire va être très importante. Donc, voilà, pensez aussi à tous ces métiers qui font vraiment partie du projet. Donc, se reconnaître, se respecter, et tout ça sur un terreau, un vrai terreau de réciprocité. Deuxième chose, réfléchir et penser ensemble. Alors nous, au séminaire, on fait ça à travers des ateliers très très interactifs où on va aller s'interroger sur nos fondamentaux, ce qui fait que on a choisi de faire ces métiers-là, le malade, la maladie, la personne, la relation d'aide, le métier de soignant, etc. Rencontrer des patients en dehors des situations de soins. Il y a des patients qui viennent intervenir, qui interviennent au séminaire, et c'est toujours le moment, mais le plus plébiscité par tous les étudiants, parce qu'ils ont l'occasion de rencontrer des patients en dehors de la situation de soins, voilà, qui viennent témoigner de leur vie avec la maladie. C'est aussi un moment très important. Découvrir, définir ensemble ce que c'est par exemple que l'éducation thérapeutique, ce que c'est que la relation d'aide, ce que c'est que la relation soignant-soigné. Et là, on va avoir dans le séminaire un éclairage plutôt philosophique, un philosophe qui vient nous apporter vraiment de l'éclairage pour nous permettre de comprendre tout l'enjeu, par exemple, de la relation soignant-soigné. Alors, dans la vraie vie, comment on peut faire ça ? L'important, et ça c'est une étape très très importante, c'est ensemble, on va clarifier ses intentions. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble ? Mettre des mots par exemple sur nos valeurs, mettre des mots sur nos désirs. Donc tout ça, c'est très important de pouvoir le partager. Se former ensemble, oui, se former de façon interprofessionnelle. Alors c'est pas toujours simple, la NDPC ne nous aide pas toujours dans ce domaine-là de la formation, mais moi je vois bien ça, les formations interprofessionnelles à l'éducation thérapeutique, quand je fais ça dans une MSP ou dans un pôle de santé, mais c'est très très riche. On partage énormément et on peut même construire des projets à partir d'une formation. Ensemble, on va aussi élargir l'éventail uniquement de la santé. On va aller vers le social, on va rencontrer les gens de la cité, les associations de patients, les citoyens. Repérer les messages contradictoires dans le sens où on va aussi réfléchir ensemble, être très vigilant sur ce que l'on a envie de donner et de développer comme projet et de donner aussi à voir à la population à laquelle on s'adresse. On se réunit, on se parle, on s'écoute, évidemment.
Et puis, on va aussi, bien sûr, chercher des réponses ensemble. Ce n'est pas une personne dans une équipe qui va trouver toutes les réponses. Non, l'intérêt, c'est vraiment de favoriser véritablement l'intelligence collective à partir des questions qui se posent à nous, à notre groupe. Et le troisième pilier, le troisième axe, c'est construire ensemble. Alors, au séminaire, on a une façon un peu originale. À partir de ces deux premiers piliers, on a des diagnostics de territoire que l'on livre à des groupes interprofessionnels et on leur demande en une journée, vous imaginez, en une journée, de monter un projet de santé médico-social et territorial. Donc, ça permet, ça booste un petit peu les étudiants. Ils doivent réaliser ce projet parce que le lendemain, on les emmène avec nous en promenade scolaire sur le territoire du diagnostic sur lequel ils ont travaillé pour aller présenter ce projet de santé aux élus, aux tutelles, aux associations de patients, aux professionnels de santé qui y travaillent. Donc là, on est vraiment déjà, au bout de 6 jours de formation, dans quelque chose de concret. Et ensemble, dans la vraie vie, quand vous allez vous retrouver en pôle, en maison, en organisation, en tout cas interprofessionnelle, eh bien, ça va être important à ce moment-là, dans la construction, d'envisager ensemble le fait de penser et d'écrire les projets, d'élaborer, par exemple, des documents de liaison. Il y a toujours ce problème, et je pense que le dernier intervenant parlera tout à l'heure de ce fossé qui reste encore un fossé entre la ville et l'hôpital, d'où l'importance et l'intérêt de travailler sur la construction de documents de liaison ensemble, créer des outils, valoriser les actions que l'on fait, évaluer, réajuster, organiser des temps forts, par exemple, dans la maison pluridisciplinaire que l'on aura créée, pourquoi pas faire un temps avec les portes ouvertes, s'ouvrir aux autres acteurs du territoire, travailler avec les travailleurs sociaux, les hôpitaux, les EHPAD, les ESAT, etc., etc. J'en oublie sans doute. Voilà. Moi, si j'ai un petit message à vous donner, c'est vraiment qu'il faut que vous osiez tous ensemble être curieux, créatifs. Je crois que la créativité, elle est fondamentale et il faut vraiment aller creuser de ce côté-là. Vous avez tous plein de choses à inventer. Donc, je pense qu'il y a certains moments où il faut être un peu utopiste pour pouvoir, justement, c'est Mark Twain qui disait ils ne savaient pas que c'était impossible et c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Je crois que l'utopie, c'est ça, c'est aussi avoir envie d'oser être imaginatif. Et puis, bien sûr, soigner sa diplomatie. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Voilà. Alors, je terminerai juste parce que je pense que peut-être on arrive... C'est bon ? C'est bon ? D'accord. Alors, je vais revenir juste là-dessus. Qu'est-ce qui nous relie ? Donc, ce qui nous relie, évidemment, c'est le patient. Ben oui, bien sûr, notamment autour de la complémentarité des compétences et puis de l'exercice coordonné. Alors, j'ai écrit un chef. En tout cas, ce qui est important, à un moment, il faut un capitaine dans le bateau. Mais par contre, ce capitaine, il peut changer. Et ça, c'est quelque chose aussi de très important. Et faites attention que ça ne soit pas toujours un médecin qui soit le capitaine. Voilà. Parce que c'est un petit peu la tendance dans pas mal d'organisations. Et aussi, les autres professions, quelquefois, se reposent là-dessus. Donc, je pense que c'est important de favoriser et de provoquer le fait qu'il y ait un relais par rapport à cette capitainerie. Des affinités, ben oui, on s'installe aussi et on va s'installer et on va se rassembler en fonction d'histoires de personnes parce que on a des valeurs et puis des idées communes. Ça nécessite en tout cas d'en avoir. Un système d'action et de pratique communes et puis un projet. Voilà. Comme vous en parliez tout à l'heure, je crois que c'est Peter qui en parlait, des coquilles vides. Ben, pour éviter d'avoir une coquille vide, il faut vraiment construire ensemble un projet. Alors, oui, tout ça, c'est pas simple non plus. Et il y a bien sûr, et vous rencontrerez, et nous rencontrons toujours des freins dans ce type de projet, parce que mener une équipe, c'est pas simple. Donc, ces freins, c'est quoi ? On le connaît, on le sait. Ce sont les caractères des personnes, les personnes elles-mêmes, qui quelquefois, certaines personnalités sont plus ou moins fortes, etc. Des questions d'ego. Donc ça, il faut en être conscient.
Il y a aussi, bien sûr, les problèmes d'organisation et notamment les problèmes de temps. Ça, c'est sûr que tous les gens qui développent des projets de ce type-là, ben, ils passent du temps, mais c'est aussi du temps. Enfin, je pense que, en tout cas, sur notre pratique, c'est aussi du temps que l'on gagne, parce que plus on travaille ensemble, ben, plus on est efficace dans le temps que l'on passe à notre métier. Un des freins, j'en ai parlé, c'est la méconnaissance, bien sûr, des autres, les différences de point de vue, les différences de valeurs, et puis, je viens d'en parler, le manque de projet. Les composantes de la compétence collective, parce que tous ensemble, vous allez en développer des compétences. C'est ça qui est chouette aussi. Hein, c'est qu'on fait ça aussi, on s'enrichit énormément en groupe, mais individuellement de ce que l'on vit. Eh bien, les compétences, c'est tout ce qui va tourner autour de l'élaboration des représentations partagées. Voilà, on va construire et on va développer de nouvelles représentations. On va savoir communiquer, on va apprendre en tout cas à communiquer, à coopérer, apprendre collectivement de l'expérience. Moi, je préfère la notion d'expérience que la notion d'échec. Hein, à partir du moment où on transforme nos échecs en expérience, ben, ça devient constructif. Utiliser des outils, savoir utiliser une méthodologie, et puis aussi, ben, ça c'est un fondement, développer et avoir une éthique commune. Voilà. Et je termine sur des paroles d'un historien que j'avais trouvé dans un article et que je trouvais assez intéressant parce que je trouve que ça représente bien les piliers sur lesquels on peut construire aujourd'hui quelque chose de collectif. C'est Pierre Rosanvallon. Il est historien et il travaille beaucoup sur la démocratie, sur l'évolution de la démocratie. Et il disait dans cet article de Télérama, en fait, la démocratie, aujourd'hui, pour la faire évoluer, si on veut qu'elle évolue, il faut absolument prendre en compte ces trois piliers. La première chose, c'est l'individu. Voilà, chaque individu doit être reconnu dans son individu, dans le groupe. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on veut tous être quelqu'un. Chacun souhaite être reconnu comme étant quelqu'un d'unique. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Alors, pour ne pas tomber du côté de l'individualisme, justement, eh bien, c'est important de prendre en compte l'individu à part entière. Tout ça pour nourrir un collectif, hein, retrouver vraiment le sens du collectif. Il est grand temps de repenser la participation de chacun et de chaque individu au bien-être collectif. Et puis la dernière chose, j'en ai déjà parlé sur une diapo, mais ça me paraît être fondamental, c'est la base même de la reconnaissance, c'est la réciprocité. C'est l'idée que chacun est traité comme les autres. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Dans ces projets-là, et c'est ce qui nous décale complètement d'un système, par exemple, hospitalier, c'est que la hiérarchie, elle n'existe normalement pas. Hein. Chacun va vraiment trouver sa place, et en tout cas, le travail de tout le monde va être que chacun trouve sa place de façon horizontale. Donc, je pense que si vous partez sur ces trois piliers, vous devriez monter de très, très beaux projets. Voilà, et je terminerai par ça. Travailler ensemble, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. Merci beaucoup. Merci Madame Adezo. Passons maintenant à la deuxième partie de notre table ronde avec Madame Nadège Vezina. Vous avez donc enquêté pendant plusieurs années sur les maisons de santé pluriprofessionnelles. Et je vous laisse donc la place pour nous faire partager quels enseignements vous avez tirés de vos travaux. Bonjour à tous, merci à l'ISNAR de m'avoir invité à participer à cette table ronde. Je vous remercie de donner la parole à une sociologue qui va vous proposer un regard sans doute un peu décalé parce que, étant une universitaire, je n'interviens pas directement auprès de professionnels de santé.
C'est-à-dire que je ne parle pas au nom des maisons de santé, je ne cherche pas à intervenir sur elles, à les modifier, je cherche au contraire à faire une enquête sociologique, en neutralisant justement ma présence le plus possible, en observant sans les gêner, en écoutant, par contre faisant des entretiens aussi avec eux, donc en enquêtant sociologiquement sur eux. Par le biais d'entretiens, j'y reviendrai, mais semi-directifs. J'ai assisté tout à l'heure à un atelier sur la recherche qualitative en santé, donc je me dis qu'il faut tout de suite préciser que ce ne sont pas les mêmes types d'entretiens du tout, que là il s'agit d'entretiens qui durent au minimum 1h30, qui parfois vont jusque 3 heures, allez 4 heures maximum, mais 4 heures c'est que vraiment il fait des digressions, ce professionnel de santé, que j'ai du mal à le ramener sur ce que je veux. Voilà, pour situer. Alors, pour aborder cette question de l'interprofessionnalité, je vais vous parler des maisons de santé pluriprofessionnelles. D'abord, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, un mot de définition. Créées légalement en 2007, les maisons de santé, les MSP, sont des structures d'exercice collectif que le Code de la santé publique définit ainsi. Je repars d'une définition légale et je vous dirai après dans les faits comment ça évolue. La maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux, ou pharmaciens. Ces professionnels assurent des activités de soins sans hébergement, de premier recours, et peuvent participer à des actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour la santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de santé qu'ils élaborent. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Les maisons de santé regroupent des médecins généralistes avec d'autres soignants. 2 médecins généralistes sont obligatoires légalement, réglementairement au moins, au minimum, pour assurer une continuité des soins quand il n'y a pas d'exigence sur le nombre et la nature des autres professionnels de santé. Elles ouvrent aux professionnels de santé libéraux un mode d'exercice collectif et coordonné de la médecine sur un territoire donné. Elles se différencient donc à la fois des centres de santé, qui, eux, salarient leurs professionnels de santé, et aussi des cabinets de groupe ou maisons médicales, on a cette appellation-là, qui vont regrouper des professionnels dans un même lieu, mais chacun exerçant séparément. Ils ne partagent finalement que des locaux via, par exemple, une société civile de moyens. Les maisons de santé présentent donc 3 caractéristiques, sociologiquement, si on veut les analyser. Elles ont d'abord une existence juridique propre, ce qui est différent d'un réseau de santé dont on a parlé précédemment. Elles ont une existence juridique propre. Cela permet de les étudier comme des organisations indépendantes de leurs membres, lesquelles ne relèvent pas des mêmes métiers, d'où le terme, on parle souvent de maisons de santé pluriprofessionnelles ou pluridisciplinaires, qui sont accolées. Dotées de cette personnalité morale, elles peuvent avoir un budget propre, elles peuvent recruter, afin de développer un mode d'exercice reposant sur un projet de santé propre à chaque structure. J'arrive à la deuxième caractéristique. Une partie de leurs actions ensuite relève de l'intérêt général par la mise en œuvre d'actions de prévention ou de santé publique que leur projet de santé formalise. Et souvent, ce projet de santé, va empêcher le côté coquille vide des maisons de santé qui a été évoqué précédemment, et il va garantir, souvent ce sont les mêmes notions qui reviennent dans les projets de santé, l'accès de tous à la santé, il va proposer le tiers payant, des médecins conventionnés en secteur 1, acceptant des patients qui bénéficient de la CMU, voire travaillant parfois directement à leur ouverture de droit. Et enfin, c'est la dernière caractéristique, leur reconnaissance officielle implique des échanges avec plusieurs entités étatiques pour le suivi du cahier des charges du ministère de la Santé, par exemple, l'élaboration d'un projet de santé qui sera conforme au SROS, au schéma régional d'organisation des soins, la transmission des projets aux agences régionales de santé, ou encore, plus récemment, depuis 2017, la contractualisation avec la CPAM par le biais de l'ACI, de l'accord conventionnel interprofessionnel, qui permettent de percevoir en retour des financements pour organiser un exercice coordonné des soins. Alors, comme vous le voyez sur le tableau qui vient d'apparaître, l'Observatoire des maisons de santé décomptait environ 1000 structures en fonctionnement en 2018. Ils sont à peu près à 1200 en 2019. Les maisons de santé représentent donc encore un mode d'exercice assez marginal, mais il est soutenu par les pouvoirs publics et par une fédération nationale très dynamique, la FFMPS. Cette fédération, j'en suis les congrès depuis 2014 au niveau national, ce qui m'a permis de réaliser des observations de toutes ces réunions, comme vous faites ici, ce type de congrès, et en même temps de
rencontrer pendant les pauses, en dehors des pauses, d'aller ensuite les voir dans leur maison de santé, des professionnels exerçant en maison de santé. Alors, quel est le lien entre l'interprofessionnalité et cette enquête ? Eh bien, le lien que je vais faire, c'est que les maisons de santé constituent un terreau intéressant pour tester différentes formules d'interprofessionnalité. En permettant à des libéraux d'exercer collectivement, tout un ensemble de questions s'ouvre pour la sociologue du travail que je suis, et notamment celle de la signification. Quel sens ça a, cette interprofessionnalité ? Mon intervention présentera donc les différents mouvements qui s'opèrent dans les maisons de santé et favorisent le passage d'une médecine isolée à une médecine coordonnée et plus collaborative avec d'autres métiers et professions. Et enfin, je conclurai mon propos en abordant le sens de l'interprofessionnalité pour les soignants et en évoquant les identités professionnelles qui se développent en maison de santé. Donc finalement, je vais parler aussi d'individus, de collectifs et de réciprocité, mais sans utiliser les termes. Je commence. Comme l'a dit la personne juste avant moi, c'est vrai que l'exercice de la médecine de manière regroupée n'est plus aujourd'hui, en France, un phénomène marginal. L'organisation en cabinet de groupe est de plus en plus fréquente. Ce phénomène croise des enjeux de différents ordres. Lors des entretiens, on voit apparaître un souhait de partager des coûts d'installation, des frais de structure, de gestion administrative, le partage du loyer et des charges, des frais pour la secrétaire, mais aussi une volonté de pouvoir échanger avec les collègues autour d'une machine à café, le matin par exemple. J'envisage très très sérieusement d'écrire pour une revue de sociologie la place de la machine à café dans la maison de santé. Je pense que c'est un partenaire et c'est un élément assez central du fonctionnement. Et cela permet, cette volonté d'échanger avec d'autres, de rompre avec l'isolement caractéristique des professions libérales. Professions libérales dans la santé, mais pas seulement d'ailleurs. On peut retrouver exactement la même chose dans les professions libérales du droit. À ces problématiques liées à l'exercice regroupé s'ajoute un deuxième mouvement. On arrive sur la spécificité pour moi des maisons de santé, qui est de proposer une activité pluriprofessionnelle et coordonnée. Pluriprofessionnelle, c'est-à-dire organisée autour de plusieurs métiers, un médecin généraliste, un kiné, des orthophonistes, une infirmière diplômée d'État, des sages-femmes. Et coordonnée, c'est différent, et là on a affaire à l'interprofessionnalité réellement, c'est-à-dire qui nécessite une mise en relation des tâches. Et dans un contexte de complexification des prises en charge du travail en santé, avec une plus grande division du travail, avec une spécialisation des tâches, des actes aussi, un recours croissant à l'expertise, la complémentarité de plusieurs groupes professionnels, met au centre ce travail de liaison entre ces groupes. Cette coordination qui consiste à définir les rôles, si possible complémentaires, dans l'idéal complémentaire, de chacun des professionnels dans la maison de santé. Et cela renvoie à la transversalité qui avait été évoquée ce matin. Dans ce contexte, le projet de santé est ce qui donne corps au collectif, en attribuant du sens au fait d'exercer en maison de santé. Il permet aux membres de la maison de santé de devenir ou pas pleinement une équipe de soins primaires. Il leur permet de s'investir très concrètement sur des actions. C'est une occasion de discuter, d'échanger. La rédaction d'un protocole de soins primaires, BPCO par exemple, la proposition de, on en a parlé, programme d'éducation thérapeutique du patient sur le diabète type 2, c'est ce que je vois régulièrement, vous travaillez peut-être sur cette question-là, ou encore la lutte contre les inégalités spatiales et sociales de santé en mettant en place des démarches spécifiques de prévention, de santé publique, comme c'est le cas dans certains quartiers prioritaires de la ville. Je ne sais pas si vous avez exercé dans ce type de quartier, avec des initiatives de santé communautaire, ou encore des parcours santé organisés dans des foyers de migrants à Paris pour améliorer leur accès aux soins. Le partage des problématiques de santé avec les élus pour une approche populationnelle de la santé en fait également de la maison de santé une organisation très ancrée sur son territoire. L'interprofessionnalité en maison de santé présente donc bien plusieurs caractéristiques. Une première caractéristique, je viens d'en parler, l'engagement autour d'un projet de santé commun. On y adhère pas, on est libre d'y adhérer, c'est volontaire. Deuxième caractéristique, c'est le désir d'appartenir à un collectif qui permet de façon très concrète, très pragmatique, de gérer ses absences, par exemple, les congés des uns et des autres, de garantir la permanence des soins par des horaires d'ouverture élargis, le samedi ou jusqu'à 20h, et d'organiser les remplacements assurés au sein de la maison de santé.
Alors ça devient tout de suite plus compliqué quand les cabinets à côté de vous partent en vacances et reportent tout sur votre maison de santé sans vous avoir prévenu. Mais ça, c'est le jeu avec ce qui est à l'extérieur. Troisième caractéristique, une pluriprofessionnalité, mais une pluriprofessionnalité qui ne doit pas seulement être là sur le papier, pas seulement dans le projet de santé, c'est-à-dire avec une horizontalisation des relations. Les membres des maisons de santé parlent souvent dans les entretiens de déhiérarchiser. Ils veulent déhiérarchiser les relations. Donc moi, je vais transformer ça en horizontalisation. Alors, horizontalisation des relations, ça ne signifie pas du tout une égalité des métiers ou des actes, bien sûr, mais une égalité de la valeur de chacun dans l'équipe, de chaque professionnel qui a une place à jouer dans le système de santé. Et enfin, c'est la dernière caractéristique, des temps coordonnés pour discuter, échanger sur ces pratiques professionnelles. Ça a été évoqué juste avant, le fait de mieux se connaître, de se faire aider par d'autres aussi, alors soit de manière formelle, en organisant des staffs, chose qu'ils ont repris de l'hôpital, ce qu'ils avaient vu pendant leur formation et qui leur avait plu, ou alors organiser des diagnostics partagés, ou même lors de discussions plus informelles, se croiser dans un couloir à la pause du midi pour pouvoir échanger sur un cas, une prescription sur laquelle on n'est pas sûr de soi. Je vous cite un enquêté qui m'explique ainsi, pour lui, selon lui, donc c'est un cas particulier, l'intérêt de la pluriprofessionnalité. Qu'est-ce qu'il me dit ? Parce que ce sont des choses très complexes. Le patient arrive, il a 3 cancers à la fois. Un autre, il arrive, il a du diabète et une hypertension artérielle. En plus, sa femme vient de décéder. Et on ne sait pas s'il va tenir le coup. Vous voyez des trucs qui sont assez lourds comme ça, ou des problématiques familiales. Un enfant battu, vous avez fait une information préoccupante, et la mère s'effondre parce qu'elle reconnaît. Ou l'alcoolique qui rechute, des trucs de la vie quotidienne. Donc il y a des patients qui sont longs. Et à un moment donné, vous vous dites, je ne vais pas y arriver seul. Il faut que je me fasse aider. Et là, ce qu'il explique, c'est qu'il se fait aider par son équipe, ce médecin généraliste-là. Que son équipe dans sa maison de santé va le soutenir à la fois pour lui trouver des places dans des institutions s'il a besoin d'institutions et à la fois simplement le soutenir moralement en pouvant échanger avec lui. Donc il s'agit ici d'un type d'interprofessionnalité, mais cette dernière s'exprime très différemment selon les maisons de santé. Je n'ose pas dire qu'il y a autant de types d'interprofessionnalité qu'il y a de maisons de santé, mais c'est très variable. Alors, ça dépend bien sûr du projet de santé rédigé par les professionnels, même si, très majoritairement, je l'ai déjà dit, mais ces projets s'appuient sur des principes d'action au cœur de la médecine sociale, prendre en compte le patient dans sa globalité, c'est une des phrases, une ritournelle qui revient très souvent, ce qui favorise quoi ? La prise en charge d'un patient dans sa globalité, le décloisonnement entre des acteurs du sanitaire et du social, ce qui favorise le fait qu'une maison de santé ait un SIAD sur place, parfois, permettre des prises en charge à domicile, quand se rendre chez les patients se fait de plus en plus rare aujourd'hui, accueillir des stagiaires, refuser des dépassements d'honoraires ou accepter des bénéficiaires de la CMU. Cette médecine collaborative, modèle idéal défendu dans les maisons de santé, vise un exercice médical de proximité qui permettrait de mieux organiser la continuité des soins pour les patients, nécessitant une prise en charge par différents professionnels de santé. Cet exercice médical implique alors une coordination organisée à partir du médecin généraliste. Ça signifie que le médecin traitant, le médecin généraliste, vous, dans la salle, soyez à l'interface des professions médicales, paramédicales, voire médico-sociales, pour jouer un rôle central de mise en relation du patient avec d'autres soignants. Un rôle, ça c'est issu du terrain, le terrain me dit souvent cette expression, un rôle de pivot dans l'orientation des patients, dans leur parcours de soins. L'interprofessionnalité mise en avant dans les maisons de santé avec des réunions, des staffs comme à l'hôpital, un exercice coordonné et collectif de la médecine de premier recours, permet de s'intéresser aux rapports qu'entretiennent entre eux les professionnels. Que sont-ils les uns pour les autres ? Des collègues, des pairs, des amis, des concurrents, des associés ? Eh bien, c'est compliqué, c'est parfois un peu tout et aucune de ces réponses à la fois. Cette interprofessionnalité, elle implique souvent la mise en œuvre d'un règlement intérieur. Le règlement intérieur est une étape très importante, mais elle implique aussi, en l'absence de hiérarchie formelle, en tout cas, de trouver d'autres manières de fonctionner que les modalités verticales du travail.
Les infirmières, par exemple, qui sont habituées à ce fonctionnement très vertical de l'hôpital, vous voyez de quoi je parle, ce fonctionnement vertical de l'hôpital? Oui? Eh bien, elles l'ont quitté parce qu'elles n'en veulent plus. Et elles sont très attachées au fait que les médecins généralistes qui travaillent avec elles dans ces maisons de santé les considèrent, ne redupliquent pas ce fonctionnement de l'hôpital. Ce n'est pas une logique puisque le partage des risques et des charges de la maison de santé est bien assumé par tous, quel que soit leur métier. S'agissant d'indépendants libéraux, tous payés à l'acte, les différences de métier sont donc atténuées et ne les placent pas d'emblée via un contrat de travail et le lien de subordination qu'il implique dans un rapport de domination les uns vis-à-vis des autres. Les infirmières ne sont pas les salariés des médecins généralistes. Le kiné n'est pas le salarié du médecin généraliste en maison de santé. Il était question tout à l'heure de réciprocité, là on est en plein dans cette réciprocité. Les médecins généralistes ne sont donc pas les chefs de la maison de santé. Ce terme n'est d'ailleurs jamais employé. Il est préféré le terme de leader ou de promoteur de maison de santé. Ce qui est une manière, vous allez me dire c'est la même chose, mais pas tout à fait, c'est une manière aussi de ne pas faire ressentir à l'autre, de ne pas mettre de distance, en évitant d'employer ces termes. Par ailleurs, le partage d'un même statut juridique est une caractéristique forte de ces organisations parce qu'il permet aux professionnels de santé d'appartenir à un même collectif, sont tous des libéraux, à une organisation qui regroupe des professionnels ayant un statut identique, mais pas seulement, ce n'est pas suffisant, le statut libéral, mais aussi des valeurs et les mêmes conceptions du soin, de la santé qu'eux. En multipliant les occasions de se croiser dans la journée, les lieux collectifs communs permettent de créer des liens, d'échanger de manière informelle pour développer des relations personnalisées. Les barbecues, les rencontres, les repas de Noël, ce genre de choses, les soirées de gala par exemple, comme ce soir, qui servent à tisser des liens. Eh bien, il est en effet possible d'investir une maison de santé pour plusieurs raisons. Dans ce qui ressort des entretiens effectués, on a ces raisons-ci. Bénéficier d'un collectif, ne pas être seul. Mieux concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée. Sécuriser ou diversifier sa carrière professionnelle. Ou encore, mieux s'appartenir. Ce que j'appelle mieux s'appartenir, c'est un autre sociologue qui avait théorisé ça, signifie pouvoir choisir de travailler à temps plein ou à temps partiel. Et dans le second cas, choisir sur quoi se libérer du temps, sur du temps parental, sur du temps de soins, sur du temps syndical, sur du temps pour un engagement associatif ou citoyen. Je trouve tout ce type de temps dans les maisons de santé. Ce rééquilibrage des temps, il fait écho aux configurations des couples aussi, ayant changé, des familles, avec maintenant des doubles carrières à gérer. Une volonté de mieux articuler vie privée et vie professionnelle, sans avoir le sentiment, ô combien culpabilisant, d'abandonner ses patients pour des soignants en âge d'avoir une vie de famille, et la volonté et le droit aussi d'y participer dans un monde de couple biactif. C'est parce que vous êtes père que vous n'êtes pas obligé de pouvoir emmener vos enfants à la crèche, par exemple. Et un nouveau partage reste à trouver de ce point de vue-là. La maison de santé peut, en tout cas, participe pour certains à cela. Cette organisation collective permet également de jouer de nouveaux rôles en fonction de la place que chacun occupe dans la maison de santé. Il y a plusieurs places. Le porteur de projet, le leader, le coordinateur, le soignant. Je vais en dire quelques mots pour terminer. C'est ma dernière partie. Il existe en effet différentes identités professionnelles à investir dans les maisons de santé. Celle de leader, de promoteur de la maison de santé, c'est celui qui instaure la dynamique. Le membre de la maison de santé qui donne la direction à l'équipe de soins primaires. Il a souvent été le porteur de projets historiques, celui qui interagit avec les représentants des tutelles, avec les collectivités locales. Il a une appétence pour ce type d'échange. Il y a aussi l'entrepreneur, celui que j'ai appelé l'entrepreneur de réforme. C'est une entité qui ouvre sur l'extérieur. Il se caractérise par ses lectures médicales, mais pas seulement, sa curiosité, sa compréhension du système. C'est celui qui va développer des interactions et tisser des liens avec l'extérieur, avec des partenaires locaux, avec les élus, avec les associations, avec les PMI, avec les autres professionnels de santé de son territoire. Il va aller les chercher le midi et aller s'imposer, déjeuner avec eux pour enclencher un dialogue. Celui qui va aller voir l'hôpital local, qui va chercher des interactions avec l'HAS, l'université, la recherche. C'est très variable selon les cas. En tout cas, c'est un individu qui va évoluer dans plusieurs cercles, en se positionnant à la frontière des différents mondes.
ce qui l'amène à se poser des questions et à développer une réflexivité importante sur sa pratique professionnelle. Ce sont en général des entretiens extrêmement intéressants, ce sont ceux qui durent très longtemps. Ceux qui durent 3 heures, 4 heures, ce sont ceux-là. Les entrepreneurs de réforme ont beaucoup de choses à dire. Et enfin, il y a l'identité de soignant, qui concerne celui qui souhaite se recentrer sur son cœur de métier, le patient, le diagnostic, le soin. Il se définit par son activité de soin plutôt que par son activité administrative. Et un déplacement s'est fait dans sa conception du métier, puisque son métier ne s'organise plus pour lui autour d'un acte médical, mais autour d'une activité de soins. Il y a une nuance. C'est un élargissement qui correspond à la prise en compte de la situation sociale des patients considérés, je reprends leurs termes, dans leur globalité, pour des prises en charge proposées de manière très large. Ce soignant en maison de santé, il va se sentir concerné par des problématiques sociales plus larges que le seul problème médical, et il va raisonner vraiment en termes de parcours de soins pour faire face, par exemple, au vieillissement de la population qui accroît la dépendance, comme le nombre de patients souffrant, on en a parlé ce matin, de maladies chroniques, de polypathologies. Et il est des maisons de santé où on peut investir totalement ce rôle, ou au contraire, se positionner sur à la fois une identité de soignant et une identité de leader, être coordinateur et leader, soignant et entrepreneur de réforme. Ces identités ne sont pas du tout exclusives les unes des autres. Au final, je terminerai là-dessus, pour que l'interprofessionnalité dépasse le stade du discours, du vœu pieux, il est nécessaire qu'une double conversion s'opère. Une première conversion de l'individu au groupe, par la création d'un collectif autour des maisons de santé, par exemple, mais ça pourrait prendre d'autres formes, puis du groupe à l'équipe, avec une coordination du travail qui s'impose peu à peu aux membres du groupe. Cette conversion du groupe à l'équipe, elle est intéressante, parce que qu'est-ce qu'elle signifie ? Eh bien, elle veut dire que si être ensemble revient à partager des locaux, des frais, des professionnels de santé qui sont là, un projet, une association même, coopérer constitue réellement un stade supplémentaire qui consiste à partager des diagnostics, échanger lors des réunions, établir des protocoles, participer à des staffs. Et dans ce type de structure, les professionnels de santé conserveraient l'autonomie que leur garantit leur statut libéral, en évitant l'isolement qu'il implique souvent, ne serait-ce que par la possibilité de prendre un café, de déjeuner avec un collègue. Mais en même temps, je veux terminer sur une note peut-être un petit peu moins positive, mais je pense que c'est intéressant de l'avoir en tête. Cet exercice collectif, il ne résout pas toutes les problématiques. Il crée aussi de nouvelles problématiques. Par exemple, l'intégration d'un nouveau membre dans une équipe déjà constituée. C'est problématique parfois dans les maisons de santé. La captation de la patientèle, la résolution des conflits. Les maisons de santé, sans conflit, c'est qu'il n'y a pas de coordination s'il n'y a pas de conflit, c'est qu'ils ne se parlent pas. À partir du moment où ils se parlent, il y a des conflits. Donc la résolution des conflits, c'est une thématique, et c'est une thématique complètement assumée, puisque depuis 2017, la FFMPS organise des ateliers propres à cette thématique, donc il les traite. C'est quelque chose d'intéressant et qui permet de repenser également toute la gestion des charges, toutes les questions de transmission patrimoniale aussi, qui ne va pas du tout avec les maisons de santé qui se reposent de manière complètement différente. Donc ça résout absolument pas tout, mais ça pose plein de nouvelles questions très intéressantes pour poursuivre des enquêtes sociologiques. Merci beaucoup. Et un peu de publicité pour finir. Merci Madame Vézina. Docteur Lécher, je me tourne maintenant vers vous. Vous avez eu la chance de découvrir différentes façons de pratiquer la médecine générale. Alors, pouvez-vous nous apporter votre éclairage justement sur cette diversité des modes d'exercice qui permettent ce travail en interprofessionnalité ? Bonjour à tous. Je n'aurai pas de présentation, donc je vous parle et puis je vais m'adapter parce qu'au point du temps, il faut qu'on accélère un peu ou pas. Bon. Donc je m'appelle Claude Lécher, je suis médecin généraliste. J'ai fait mes études à Nancy. J'ai été interne à l'hôpital de Thionville, puis 5 ans à l'hôpital de Valence. Ils ont fini par me mettre dehors en me disant « on ne vous donnera pas une 6e année », mais pourtant je me suis beaucoup plu à l'hôpital.
au point que j'ai après fait 20 ans de travail mixte, exercice libéral et attaché à l'hôpital. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à vous déclarer aujourd'hui, dans aucun domaine. Aujourd'hui, je suis en exercice en maison de santé pluriprofessionnelle. Et il se trouve que j'ai été un des membres fondateurs de la FFMPS en 2007, puisque notre maison de santé à Étoile-sur-Rhône dans la Drôme, nous l'avons ouverte le 2 mai 2003. On se rappelle bien de 2003, année de la canicule. Et c'est pour ça que j'ai un souvenir très précis de cette création, qui n'était pas du tout une création d'une maison de santé pluriprofessionnelle. Il n'y avait pas de terme comme celui-là à l'époque. Et pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, quand je me suis installé en 85 à Étoile, je me suis installé tout seul. Et 2 ans après, avec une infirmière du village, nous avions créé une association Étoile Santé, parce que quelque part, la longueur de mon cursus à l'hôpital m'avait fait beaucoup regretter de quitter l'exercice en équipe dans les hôpitaux. J'ai fait beaucoup de réanimation, beaucoup de soins intensifs, beaucoup de soins de pédiatrie et d'urgence, et j'avais fait ma thèse en santé publique sur l'alcoolologie. Donc j'étais à la fois un amoureux de la technique et un amoureux de la santé publique. Et donc, je me suis dit, en arrivant dans ce village où je connaissais personne, première chose à faire, créer une association Étoile Santé. Et en fait, l'historique de cette association Étoile Santé en 87 a mené en 2003 à ce projet de nous regrouper sur un lieu d'exercice. Et on est vraiment passé du pluriprofessionnel à l'interprofessionnel. Et je remercie les 2 intervenantes qui m'ont précédé d'avoir extrêmement bien précisé toutes ces choses-là qui ne sont pas du tout évidentes quand on en parle. Néanmoins, le terme de maison de santé pluriprofessionnelle est resté, mais il est évident que faire communauté, c'est nécessaire avant de se mettre à travailler ensemble. Faire communauté, c'est-à-dire créer du lien entre nous, se reconnaître dans un groupe qui n'est pas hiérarchisé, et c'est une grosse différence avec ce que nous connaissons à l'hôpital. Il n'y a pas de chef de service, il n'y a pas de hiérarchie du fait de niveaux de connaissances différents dans des domaines différents. Je connais moins sur le pied que le podologue et je connais beaucoup moins sur le diagnostic infirmier que l'infirmière. Et inversement, j'ai des compétences, puisque notre métier nous amène à avoir une polycompétence dans beaucoup de domaines. Et je rappelle que moi, je me suis installé en 85, à une époque où on parlait du médecin généraliste, médecin du premier recours, de la synthèse, de la continuité des soins. Je rajouterai aujourd'hui médecin exerçant en ambulatoire, pouvant aussi avoir des activités hors l'ambulatoire, mais la définition de la médecine générale aujourd'hui, telle que nous la propose l'université, et telle que nous la propose la filière universitaire de médecine générale pour laquelle nous nous sommes tellement battus, cette définition fait du médecin généraliste un médecin d'exercice ambulatoire. Le système de santé change, parce que le système de santé est devenu d'une complexité telle qu'il ne pouvait que changer. On est passé de la médecine individuellement exercée à une médecine exercée en groupe, en équipe, coordonnée. On est passé d'un exercice centré sur le soin à un exercice centré sur la santé. On est passé d'un exercice dans lequel chacun estimait que l'autre n'avait pas ses compétences à un exercice qui est une réunion de compétences différentes dans des domaines différents. Et personnellement, je n'exerce plus aujourd'hui dans mon exercice quotidien la prise en charge de la lombalgie comme je l'ai apprise en faculté. Pourquoi? Parce que, à force de travailler en collaboration avec une kinésithérapeute, qui est notre coordinatrice dans la maison de santé, je ne regarde plus le lombalgique comme étant un récepteur de médicaments, un récepteur de prescription médicale, mais comme un corps dans lequel la kiné m'a appris ce que c'était que la prise en charge correcte d'une lombalgie. Et ayant eu moi-même des lombalgies, je me suis à moi-même imposé cette façon de me traiter et je vous assure que le résultat est bien plus efficace, plus rapide et plus durable quand vous coordonnez votre activité avec quelqu'un comme une kinésithérapeute. Donc, on est passé de cet exercice de la médecine générale à un exercice de l'équipe de soins coordonnée dans lequel il y a un médecin généraliste. Ce médecin généraliste est parfois le leader, parfois même le porteur de projet, mais il n'est jamais le patron de l'équipe. Il n'est très souvent d'ailleurs pas non plus le coordonnateur de l'équipe. Le terme coordination, je fais un petit aparté, on l'utilise pour beaucoup de sujets. Coordonner une équipe, coordonner un parcours de soins, ce n'est pas la même chose. Et on a souvent eu des discussions assez enflammées, notamment avec les infirmières,
sur le fait que la coordination au lit du patient, c'est le travail de l'infirmière, la coordination du parcours de soins, c'est la responsabilité du médecin traitant. La coordination de l'équipe, c'est encore autre chose. Peut-être un jour inventerons-nous d'autres mots pour bien séparer ces différentes coordinations qui, au départ de ce travail sur l'équipe de soins primaires coordonnés, a donné lieu à des frictions, mais qui étaient des frictions qui ont donné des résultats positifs, puisqu'aujourd'hui, nous avons arrêté de nous frictionner sur ce sujet. Alors, on a beaucoup parlé de l'interprofessionnalité, et donc maintenant, ça se passe comment dans la vraie vie, en pratique ? Aujourd'hui, dans la loi, nous avons demandé aux législateurs, et ça a duré quelques années pour obtenir ça, de nous définir dans la loi ce qu'est la définition de la médecine générale, médecine de soins primaires, mais maintenant aussi de l'équipe de soins primaires. L'équipe de soins primaires se définit comme ayant au moins un médecin généraliste et d'autres professionnels de santé. Personnellement, je n'utilise plus le terme d'auxiliaires médicaux, même s'il est encore dans la loi, parce que c'est un terme auxiliaire qui dit bien ce rapport de hiérarchie qui n'existe pas dans nos équipes de soins primaires. Donc plusieurs professionnels de santé, avec un médecin généraliste, ça peut donc construire une équipe de soins primaires. Cette équipe de soins primaires existe à partir du moment où elle déclare un projet de santé. En fait, les équipes de soins primaires, elles existent de façon non déclarée parce que je ne connais pas de médecin généraliste, je ne connais pas d'infirmier, je ne connais pas de pharmacien qui travaille tout seul dans son coin. Lorsque le pharmacien appelle le médecin parce qu'il y a un problème sur l'ordonnance que le médecin lui-même rédigé, certains médecins considèrent que c'est une espèce d'injure à leur égotisme, à leur existence en tant que personne sachant et que quelqu'un d'autre vient lui expliquer que bien qu'il soit sachant, il y a un problème sur son ordonnance. Et moi, je remercie tous les jours les pharmaciens de nous appeler pour nous signaler que, éventuellement d'ailleurs, nous avons commis une erreur ou pour demander des explications sur ce que nous avons mis dans l'ordonnance. Je ne connais pas de médecin généraliste qui puisse travailler sans travailler avec des infirmières. Je ne connais pas d'infirmière qui puisse travailler sans avoir à côté un kiné. Je ne connais pas de médecin qui puisse prendre en charge une maladie de Parkinson sans avoir une orthophoniste qui va l'aider et qui va nous apprendre qu'est-ce que c'est que les soins d'orthophonie pour la prise en charge d'un Parkinson. Autrement dit, les équipes de soins primaires, elles existent déjà, simplement elles ne sont pas formalisées. Et moi, j'appelle chacun d'entre vous, lorsque vous serez en exercice, à vous pencher sur cette formalisation d'une équipe de soins primaires. Pourquoi faut-il nous formaliser ? Parce que si vous n'êtes pas formalisé, vous n'existez pas. Vous n'existez pas dans le paysage institutionnel, vous n'existez pas vis-à-vis de l'hôpital, vous n'existez pas parce qu'on ne sait pas ce que vous faites et avec qui vous le faites. Et les équipes de soins primaires sont notamment sous forme de maisons de santé pluriprofessionnelles. Je ne vais pas y revenir parce que ça a été longuement décrit et je trouve de façon très enrichissante par les intervenantes précédentes. Il y a aujourd'hui 1200 effectivement maisons de santé. Quand j'ai regardé les chiffres qui vous ont été présentés, 235 en 2012. Nous avons créé la Fédération des maisons et pôles de santé en 2007. 2007, il a fallu 2012, c'est-à-dire 5 ans pour avoir 235 projets qui étaient déposés, qui se mettaient à fonctionner. Et je vous parlerai tout à l'heure de la dynamique qui se fait aujourd'hui autour des CPTS. Mais aujourd'hui, 1200 maisons de santé. Le gouvernement aimerait bien qu'on pousse jusqu'à 2000. On a passé la phase d'expansion très rapide avec les porteurs de projets et les militants de ce mode d'exercice. Et maintenant, on est dans une phase, on va dire, je ne dirais pas d'industrialisation, parce que ce n'est pas le bon terme, mais en tout cas, la montée en charge va continuer, mais probablement être moins rapide. Évidemment, quand vous arrivez dans les phases de réflexion sur votre activité future, créer une maison de santé, c'est quelque chose de complexe. Il faut environ 3 à 5 ans pour le faire. Il faut trouver du terrain, il faut faire des constructions, enfin c'est quelque chose d'assez lourd. Et ça a beaucoup de succès auprès de vos générations lorsqu'elles existent. Moi, je me suis installé tout seul. Maintenant, on est 6 dans notre maison de santé pluriprofessionnelle. Et évidemment, nous ne sommes jamais allés chercher quelqu'un. C'est les jeunes médecins qui arrivaient, toc toc, voilà, je m'appelle Pierre-Yves, je m'appelle Muriel, je m'appelle Marie. Vous n'auriez pas besoin d'un médecin supplémentaire. Bonjour, évidemment un café, bien sûr. On pourrait peut-être commencer par, si vous avez de la disponibilité, des remplacements, et puis si ça se passe bien, collaboration, et puis après on les pousse beaucoup. Et en général, ça va assez vite parce qu'on leur dit collaboration 1 an, et au bout de 6 mois, ils arrêtent la collaboration et ils s'installent avec nous. Et donc, cette dynamique-là dit bien que c'est un objet qui permet du choix notamment dans les temps de travail versus les temps personnels,
Et en fait, votre génération et les quelques générations d'avant vous nous ont appris à mieux organiser notre temps professionnel et à mieux prendre soin aussi de notre entourage, de notre famille. Et aujourd'hui, nous travaillons tous à temps partiel. Nous sommes 6 médecins, ça fait 4 équivalents temps plein. Et c'est aussi ça qui attire, c'est-à-dire que le métier de soigner, le métier de la santé, c'est un métier dans lequel il y a une pression énorme. Et cette pression est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'elle l'était quand moi je me suis installé en 85. Et dans 20 ans, la pression sera encore plus forte. Pourquoi la pression augmente? Parce que la population est mieux informée de ce dont elle peut bénéficier en termes de soins. Elle est mieux informée aussi en termes de ce dont elle peut bénéficier en termes de santé. Mais aussi, nous avons beaucoup de moyens diagnostiques. Et donc, ne pas utiliser les moyens diagnostiques vis-à-vis d'un patient parce que le diagnostic de situation nous fait penser qu'il n'y en a pas besoin, c'est un travail dans lequel la pression, c'est vous qui la prenez. C'est-à-dire de décider de faire, on va dire c'est très naturel dans notre métier de décider de faire une IRM ou un scanner. Décider de ne pas faire, ça c'est la nouveauté dans nos métiers. Décider de ne pas faire une IRM à quelqu'un qui a des maux de tête connus, stabilisés, non évolutifs, et qui, à votre avis de médecin après examen clinique, ne nécessite pas d'IRM, je vous assure que c'est très difficile à faire. C'est très difficile à faire et c'est une responsabilité extrêmement lourde. Quand nous avons créé les maisons de santé, assez rapidement, on s'est aperçu que nos patients avaient parfois le médecin, l'infirmière, le kiné dans la maison de santé, mais assez souvent, le médecin y était, mais pas l'infirmière, ou l'infirmière y était et pas le médecin. Et donc, très rapidement, on a levé les yeux et on a regardé par la fenêtre en se disant on ne peut pas continuer à travailler comme ça en étant, nous, bien installés, bien confortables, enfin confortables, il y a beaucoup de travail, mais en tout cas, c'est très plaisant et très satisfaisant de travailler comme ça. Et donc, on s'est dit, mais comment ça se passe à côté si l'infirmière ne suit pas le protocole AVK qu'on a mis en place entre nous, ne suit pas le protocole diabète que l'on a mis en place entre nous. Donc, on était obligé de lever les yeux et de regarder à l'extérieur. Un médecin s'occupe d'un patient, il rend des services à un patient. Une maison de santé s'occupe de la patientèle qui est déclarée par les médecins généralistes traitants de la maison de santé. Mais la maison de santé n'a pas vocation, n'a pas légitimité à s'occuper des patients qui ne sont pas référencés comme patients médecins traitants dans la maison de santé. Et donc on fait comment, par exemple, pour le dépistage, pour la prévention, pour l'éducation à la santé, vis-à-vis des populations qui sont autour de la maison de santé, mais qui ne viennent pas se faire soigner dans la maison de santé. Autrement dit, les services rendus aux patients et à la patientèle, la maison de santé remplit parfaitement son rôle. Maintenant, les services à rendre ou les services attendus par la population, eh bien, le secteur libéral n'a jamais été très bon dans cette dimension-là, sauf sur un secteur dont nous nous occupons depuis toujours, qui est la permanence des soins. Quand bien même vous entendez beaucoup parler de la permanence des soins en négatif, je vous rappelle simplement que quand nous avons fait notre enquête, quand on a créé les forfaits d'astreinte, il y avait 3500 secteurs de garde en France. Et c'est nous qui avons fait cette enquête, je dirais secteur par secteur. Il n'y avait aucune ville, aucun village qui n'était pas couvert par un secteur de garde. Aujourd'hui, les ARS nous ont demandé de réduire ce nombre de secteurs de garde. Donc on est passé de 3500 à 1500. Et donc on a aussi inversé le processus quand on a créé, et c'est nous qui l'avons fait aussi, les maisons médicales de garde. Et donc à ce moment-là, la dimension du secteur de garde, c'était plus tellement le problème des médecins, c'était le problème des organisateurs et des gens qui faisaient la sectorisation. Et donc on avait un aspect populationnel dans notre travail de médecin généraliste libéral. Mais la prévention, le dépistage, quand le gouvernement, les pouvoirs publics, le ministère de la Santé décident de faire une campagne pour la vaccination, par exemple pour la grippe H1N1 en 2009, qu'est-ce qu'il fait? Il ne dit pas vous allez voir votre médecin traitant à qui on va doter d'un certain nombre de vaccins H1N1, on dit on va créer des centres de vaccination. Et on leur a fait promettre qu'ils n'allaient pas nous appeler, nous, pour aller faire les vaccins dans les centres de vaccination. Évidemment, à la fin, c'est nous qui sommes allés, et nous, dans la maison de santé, 3 médecins, on a dit 3 médecins restent au cabinet, 3 médecins vont aider dans ces centres de vaccination. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les centres de vaccination? Vous aviez tout un tas de médecins qui n'étaient pas des médecins généralistes en exercice, et ils demandaient simplement aux gens de venir avec leurs ordonnances. Et quel était le choix du protocole de vaccination? Je vous rappelle qu'il y avait 36 protocoles de vaccination différents. Et donc je fais un vaccin avec adjuvant, sans adjuvant, une injection, 2 injections, en fonction de l'âge, des pathologies, des médicaments pris. Et donc on avait des coups de fil au cabinet pour dire, bon, il y a ce patient qui est là, il est là pourquoi? Parce que le vaccin était là-bas, qu'on l'avait envoyé se vacciner parce qu'il fallait qu'il se vaccine. Et donc ils nous disaient, mais lequel protocole je fais? Et donc ils ont appelé les médecins généralistes pour dire quel protocole je fais.
Et dans cette affaire, vous voyez bien que la santé publique, il vaut mieux que ce soit nous qui en occupions. S'ils nous avaient donné les vaccins, on n'aurait pas fait un nombre ridicule de vaccinations cette année-là, et la population n'aurait pas perdu confiance dans la vaccination. Depuis, on n'arrête pas de dégringoler dans cette affaire, au point qu'aujourd'hui, le ministère de la Santé a estimé nécessaire de passer à une obligation vaccinale. Donc s'occuper de la santé publique, ça c'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire, nous ne sommes pas légitimes à le faire dans la maison de santé en dehors de notre patientèle. Et donc c'est comme ça que j'ai dit à Marisol Touraine, quand elle a proposé de faire une loi de santé, de lui dire il faudrait créer maintenant un étage territorial, avec une légitimité territoriale, ne serait-ce que parce que l'ambulatoire n'existe pas, il n'existe que l'hôpital ou il n'existe que les structures publiques. Et les fameuses communautés professionnelles territoriales de santé sont nées de cela. D'abord proposé sous forme d'un service public territorial de santé, c'était la notion de service, donc de hiérarchie, ça ne nous allait pas du tout. Et deuxièmement, c'était à l'initiative des ARS. Non, on a repris notre bâton et on est allé la revoir en disant c'est pas ça qu'on vous a expliqué, c'est pas ça que moi je lui avais expliqué. Il faut que ce soit à l'initiative des professionnels de terrain. Pourquoi ? Parce que dans la méthode constructale où ça part du terrain, vous arrivez à des objets qui sont des objets cohérents, adaptés au territoire et qui sont immédiatement investis par les professionnels dans le territoire. Et donc les CPTS, elles doivent être créées à l'initiative des acteurs du territoire. Et pourquoi faut-il faire cela ? C'est qu'il faut structurer les soins primaires en équipe de soins primaires, maison de santé ou centre de santé, bien sûr, mais il faut aussi mettre en relation de façon organisée, ce qui n'est pas du tout fait aujourd'hui, les soins primaires avec les soins secondaires. Quand j'ai besoin d'un avis cardiologique parce qu'un patient a une douleur thoracique suspecte et que l'électro que j'ai fait ne me plaît pas, j'ai besoin d'un avis dans la journée. Sinon, j'envoie le patient à l'hôpital. Si j'ai besoin, pour un patient diabétique, d'un avis sur il est déséquilibré, j'ai modifié son traitement, j'y arrive pas, il faut que j'ai un avis pour un endocrinologue qui fait de la diabétologie, qu'on trouve plutôt à l'hôpital qu'en ville. Mais comment est-ce que ça se passe quand on me dit « faites-nous une lettre », vous scannez la lettre et on va voir si on vous donne le rendez-vous. C'est-à-dire que vous devez justifier la demande de rendez-vous. Vous ne prenez pas le rendez-vous, alors que vous êtes médecin et que ce patient, vous voyez bien qu'il a besoin d'un avis secondaire. Donc, formaliser les relations que nous devons avoir avec nos collègues d'autres spécialités pour avoir des avis secondaires. Aujourd'hui, c'est devenu compliqué de faire un fond d'œil à un diabétique. Moi, dans mon secteur, c'est entre 1 an et 2 ans de délai de rendez-vous. Alors que les ophtalmologues, qui passent beaucoup de temps à prescrire des lunettes, devraient nous dire priorité au suivi du fond d'œil du diabétique. Et puis, pour les lunettes, les ophtalmologues doivent nous expliquer comment ils veulent s'organiser, parce que là aussi, un patient qui tout d'un coup devient presbyte ne peut pas attendre 1 an, 2 ans avant qu'on lui propose une correction optique. Donc les CPTS, c'est organiser l'ambulatoire, des soins primaires, des soins secondaires, du médico-social. Pourquoi ? Parce que quand vous faites du maintien à domicile, quand vous vous occupez de patients complexes à domicile, le premier niveau sur lequel on bute, ce n'est pas le niveau technique, soins, santé, c'est le niveau coordination médico-sociale. Les patients âgés qui peuvent plus se déplacer et qui sont à domicile, comment ils mangent ? Comment on les aide à maintenir leur activité à domicile ? Comment on les aide à avoir une activité physique adaptée, souvent qu'ils ont complètement stoppé ? Bref, l'articulation santé, donc passer du soin à la santé, premièrement, et deuxièmement, passer de la santé à l'articulation santé médico-sociale. C'est aussi ça l'objectif des CPTS. Et donc là aussi, autour d'un projet de santé qui se construit entre professionnels de santé, entre professionnels de santé et médico-social. Cette CPTS étant constituée, elle est déclarée à l'ARS et l'ARS lui donne la légitimité territoriale qui nous permet après d'aller voir les différents interlocuteurs, et il y en a beaucoup. Je parlerai de l'hôpital l'an dernier, mais les interlocuteurs par exemple de PMI ou les interlocuteurs de santé scolaire. Vous avez un enfant qui a un handicap génétique qui fait qu'il peut quand même être scolarisé, mais c'est un gros problème parce que les parents sont allés au collège ou à l'école primaire ou au lycée, et il y a besoin d'une articulation avec la santé scolaire pour pouvoir accueillir cet enfant. Comment on fait pour une famille qui est en difficulté sur le plan social, dans lequel il y a de la bonne volonté du côté des parents, mais il y a besoin d'un étayage social ? Eh bien, il faut évidemment travailler avec la PMI. Si vous discutez avec les médecins généralistes sur le terrain, la PMI et les médecins généralistes, ils ne se parlent pas, ils ne se voient pas. Vous avez un psychotique chronique suivi en hôpital psychiatrique. Est-ce que vous recevez des lettres de l'hôpital psychiatrique, de l'hôpital spécialisé, concernant ce patient ?
Non, vous recevez jamais rien. Moi, je travaille à 6 km d'un hôpital psychiatrique, je n'ai pas reçu une seule lettre en 30 ans d'exercice, en 34 ans d'exercice, d'un médecin du centre hospitalier spécialisé. Or, ces gens-là, ils n'ont pas que des problèmes de psychiatrie. Et vous savez que les patients psychiatriques lourds meurent beaucoup de cancers, meurent beaucoup de maladies cardiovasculaires, ont souvent des problèmes de surpoids très importants, et donc nécessitent cette articulation entre les soins spécialisés de psychiatrie et la médecine générale. Donc une CPTS a légitimité à aller organiser toutes ces relations sur un territoire. Et je termine évidemment bien sûr par la relation ville-hôpital, qui est une relation très compliquée. L'hôpital se plaint, et l'hôpital a raison de se plaindre, de voir débarquer des patients envoyés par leur médecin avec un « merci, prière d'admettre monsieur ou madame machin », pas d'autres renseignements. C'est une façon de travailler qui n'est pas qualitative, qui n'est pas acceptable aujourd'hui. Et inversement, les médecins de ville se plaignent que l'hôpital ne leur envoie pas toujours de lettres ou de fois pas de compte-rendu d'une consultation spécialisée qu'on a demandé et dont on reçoit le résultat 6 mois après. Et pourquoi ça se passe comme ça ? Parce que l'hôpital est débordé. Pourquoi l'hôpital est débordé ? Parce qu'on fait à l'hôpital plein de choses qui ne devraient pas se faire à l'hôpital. Quand on est passé de 12 millions en l'espace de 10 ans à 22 millions de passages aux urgences, je ne dis pas que c'est la faute des uns ou la faute des autres, mais je dis simplement, qu'est-ce qu'on fait avec ces 22 millions de patients, dont au moins 20 millions n'ont absolument rien à faire à l'hôpital ? Comment est-ce qu'on fait pour éviter d'envoyer à l'hôpital, dernier recours, une personne âgée qui est en situation de dépendance et qui perd son autonomie à domicile, quand on n'a rien organisé au préalable ? Voilà, donc les CPTS, c'est ça. Et je conclurai en disant que les CPTS, comme les MSP, c'est pas seulement se regrouper pour faire de l'interprofessionnalité, c'est aussi se regrouper pour changer nos pratiques. Si nous ne changeons pas nos pratiques, c'est pas la peine de se regrouper. Et je vais encore un cran plus loin. Je pense que toutes ces organisations de travail interprofessionnel, elles visent aussi à changer nos métiers. On peut réfléchir à quel sera le métier de médecin généraliste dans 10 ans ou dans 20 ans. Est-ce que nous continuerons à avoir des patients chroniques stabilisés ou est-ce que nous partagerons le suivi de ces patients avec d'autres professionnels comme les infirmières de pratique avancée, avec les pharmaciens, avec les autres intervenants du secteur ambulatoire ? C'est cette dynamique-là que doit inscrire dans nos têtes cette évolution vers l'exercice regroupé et l'exercice en équipe coordonnée. Il faut évidemment penser que sur le plan structurel, aujourd'hui, un médecin généraliste, il est conventionné avec une convention nationale. Eh bien, moi, je vous dis que dans les 5, 10, 15 ans qui viennent, il y aura 2 conventionnements. Vous aurez le conventionnement national par profession qui perdurera. Pourquoi ? Parce qu'il faut des situations homogènes sur l'ensemble du territoire français pour chacune de nos professions. Et il y aura un 2e conventionnement qui sera un conventionnement territorial. Et le conventionnement national ou territorial ne seront ni l'un ni l'autre obligatoires. Vous n'êtes pas obligé d'exercer en tant que médecin conventionné. Il y a environ 300 médecins généralistes qui ne sont pas conventionnés en France. Vous ne serez pas obligé d'être conventionné sur le plan territorial. Mais si vous voulez bénéficier d'un certain nombre d'outils de travail, si vous voulez bénéficier d'un certain nombre de protocolisation dans les relations ville-hôpital, si vous voulez même bénéficier de la capacité d'utiliser certaines cotations. Un exemple précis, le suivi d'un enfant en risque d'obésité ou en situation d'obésité, ça se cote aujourd'hui avec CSO. CSO, c'est une consultation qui est mieux rémunérée qu'une consultation de base, GS maintenant, à 25 €. Mais ça a quoi comme sens de faire cette cotation pour un enfant dont vous n'avez pas les outils de suivi pour la suite ? Alors, il y a des réseaux comme le réseau REPOP, mais le réseau REPOP, il est loin. Il n'est pas en proximité du tout. Une CPTS aura légitimité à organiser une déclinaison du réseau REPOP dans la CPTS, au sein de la CPTS, avec des dotations qui viendront pour permettre de payer des consultations de psychologues ou de diététiciennes qui ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie, ce qui pose un problème évidemment à beaucoup de gens dans la population. Donc, créer les outils et pouvoir s'en servir, ça deviendra une condition d'un exercice intéressant, un exercice qualitatif, et il y aura donc ce conventionnement territorial, et vous y choisirez les modalités de votre exercice, en cabinet tout seul, en cabinet de groupe, en MSP, en ESP ou en CPTS. Le temps qui a changé depuis ces 30 dernières années nous a fait passer du soin à la santé, nous a fait passer de l'exercice isolé à l'exercice en équipe coordonnée, mais il doit maintenant nous permettre d'avoir du temps pour regarder ce que nous faisons.
Ce qui nous manque le plus, ce qui me manque le plus, c'est du temps pour regarder ce que je fais, produire de la donnée, examiner cette donnée, la critiquer, faire des retours d'expérience sur la prise en charge de tel ou tel problème. Si nous ne le faisons pas, comment voulez-vous que la population accepte que nous soyons le seul secteur d'activité aussi important que nous le sommes, la santé, qui ne regarde pas, qui ne produit pas de données, qui ne se critique pas pour s'améliorer? Il est évident que la culture anglo-saxonne, que vous connaissez mieux que ce que je n'ai connu moi, nous pousse aussi dans cette direction-là, dans une direction qui est de dire, nous avons un exercice, est-ce que cet exercice est de bonne qualité? Est-ce que nous pouvons l'améliorer? C'est ça qui compte pour nos patients. Merci. Merci beaucoup, Dr Lescher. Je suis sincèrement désolé. Au vu de l'heure, on va pas pouvoir, finalement. Donc, des micros vont circuler. Si vous souhaitez poser une question à l'un de nos intervenants, si vous souhaitez nous faire partager une de vos expériences en Interpro, n'hésitez pas. Est-ce que l'un de nos intervenants souhaite rajouter quelque chose à ce qui s'est dit aujourd'hui? Très bien. Écoutez, nous allons conclure donc. Excusez-moi, j'ai une question ici, là. Je travaille pour ici à votre droite, je travaille pour un réseau de centres de santé. Et ma première question s'adresse à Madame Vézina. Finalement, tout ce que vous avez décrit, les centres de santé le font. Et quand on regarde les allocutions des politiques, souvent, c'est la maison de santé qui est mise en avant et assez rarement le centre de santé. Est-ce que vous pensez que c'est uniquement la question du salariat qui introduit ces commentaires-là, ou est-ce qu'il y a autre chose? Et la seconde question s'adresse à Monsieur Lescher. Aujourd'hui, sur la question des CPTS, les retours qui nous sont faits, quand on demande d'intégrer des CPTS au niveau des centres de santé, il semblerait qu'on nous dise qu'on n'est pas franchement les bienvenus et que ce n'est pas vraiment pour nous. Est-ce le cas? Est-ce que vous avez des retours similaires et qu'en pensez-vous? Merci beaucoup. Je me permets de répondre du coup la première à votre question. C'est une très bonne question parce qu'il y a le niveau des pratiques professionnelles où là, en effet, c'est relativement similaire. La question de l'engagement, des valeurs, de la pluriprofessionnalité. Dans ce que je peux lire sur mes collègues qui travaillent sur les centres de santé, il y a des choses extrêmement proches. Et dans les enquêtés que j'ai pu interviewer, certains travaillent finalement en centre de santé ou me disent aussi que c'est pas si gênant d'être en centre de santé ou maison de santé ou se verraient bien ou dans des structures où ils ont demandé à eux c'était parti pour être une maison de santé, c'est pour ça que je les ai interviewés, et finalement ils ont décidé de se labelliser centre de santé, centre de santé, pour pouvoir être salariés. Donc je pense qu'il y a cette question-là, qui est la question de la pratique, qui n'est pas tellement différenciée. Il y a la question du statut, où quand même, sur certains, là, c'est plus tendancieux. Pour certains, c'est plus important que pour d'autres. J'ai pas mal de mes enquêtés qui me disent « Ah, moi, c'est tombé comme ça aurait été un centre de santé, c'était très bien aussi. » Donc, c'est vraiment plus ouvert que ce clivage, cette dichotomie qu'on entend régulièrement, en effet, sur ces deux types, ces deux formats de soins coordonnés. Par contre, le vrai point de tension que je vois, c'est en effet l'appropriation politique de l'appellation maison de santé qui restreint complètement, alors que sur centre de santé, on n'a pas ça. On n'a pas eu cette appropriation politique. Et d'ailleurs, même pour la Fédération des maisons de santé, j'ai assisté à un atelier récemment là-dessus, pour eux, c'est compliqué parce qu'il y a une déportation de ce que eux, les soignants, les professionnels de santé qui exercent dedans entendent par maison de santé, ce que les politiques mettent derrière finalement aujourd'hui. Enfin, Claude Lescher, je laisserai répondre aussi sur cette question-là. Et donc cette appropriation faite par les politiques, à un moment donné, peut aussi
si je parle de pourvoyer cette organisation, ça peut-être un peu fort, mais peut l'emmener, c'est la faire glisser quelque part. Mais il y a eu un travail de fait, en tout cas un lobbying, pour le dire comme ça, par la Fédération française des maisons de santé. Je connais beaucoup moins la Fédération des centres de santé, mais il y a eu vraiment un travail très actif, très proactif de la Fédération. C'est ça que j'ai enquêté là-dessus dans mon livre, sur ce travail en termes de mission, de soutien, de lobbying, de rencontres auprès des politiques publiques. Je ne sais pas si d'autres l'ont fait, mais en tout cas, ce qu'ils ont fait était loin d'être inutile. Après, est-ce qu'ils vont perdre la main sur cette structure maison de santé ou pas? Ou est-ce que la création des CPTS va rabattre le jeu? Je pense que les CPTS vont rabattre les jeux. Après, si je peux me permettre de répondre à la deuxième question CPTS et de vous passer la parole juste après, ce que ça pose, ça va être quelle place, comment articuler les maisons de santé avec les CPTS? Est-ce qu'elles vont être à l'intérieur des maisons de santé ou les centres de santé? Est-ce qu'ils vont être à l'intérieur? Est-ce qu'ils vont être à côté? On voit certains des maisons de santé qui deviennent des CPTS, donc il y a un recouvrement. Comment va s'organiser ce recouvrement? Parce que si c'est redondant et que vous avez deux structures qui font la même chose, c'est pas utile. Ça va être compliqué. On va être dans du millefeuille administratif. Par contre, si ça va se nécessiter un partage des tâches, un nouveau partage. Et ça va être extrêmement intéressant à suivre. Donc, affaire à suivre, et je passe la parole au président. Donc, pour compléter ce qui vient d'être dit sur centre de santé, maison de santé, je me permets de compléter. Il se trouve que début janvier, on a rencontré un membre éminent des centres de santé, Didier Ménard, et en fait, avec lequel on a échangé sur l'équipe de soins coordonnés. Il y a plus de difficultés aujourd'hui en centre de santé, dans certains centres de santé, qui ne sont pas du tout des équipes de soins coordonnés, qui sont parfois des centres de santé qui n'avaient pas de vocation au départ de travailler comme ça. Mais évidemment, nous ne sommes pas allés inventer les maisons de santé comme ça, ex nihilo. D'abord, ça existe dans d'autres pays, et puis les centres de santé nous avaient quand même beaucoup inspiré. Et ce qui fait la différence de succès entre les maisons de santé et les centres de santé, c'est qu'une municipalité, si elle veut créer un centre de santé, elle doit investir dans les murs, elle doit investir dans le personnel. On connaît aujourd'hui les centres de santé départementaux de Saône-et-Loire, où ils ont embauché 30 médecins généralistes, avec des médecins qui ont un statut salarié, et ils n'ont eu aucune difficulté à trouver les médecins, alors qu'ils ne trouvaient pas de médecins libéraux. Donc, le centre de santé aujourd'hui, votre génération là qui est assise dans la salle, quand on vous dit est-ce que vous allez faire l'exercice salarié ou l'exercice libéral, la réponse moyenne qu'on a, c'est quoi le sujet, c'est quoi le problème? Nous, on veut exercer notre métier. Après, la structure dans laquelle on exerce, certains sont très attachés à vouloir faire l'exercice libéral, d'autres disent non, je ne me vois pas autrement que salarié, et puis beaucoup disent si l'opportunité se présente, j'examine l'opportunité, elle me convient, je prends, elle ne me convient pas, je ne prends pas. Alors que les générations d'avant, je veux dire, l'exercice salarié, c'était une espèce d'épouvantail. Sur les centres de santé, alors les centres de santé pour nous, quand on a fait la FFMPS, on a intégré les centres de santé dans la FFMPS. Et quand moi j'ai fait la négociation sur l'accord conventionnel interprofessionnel, on appelle ça l'ACI, qui finance maintenant les maisons de santé, on a ensuite transposé cet accord au centre de santé. Autrement dit, l'invention des maisons de santé a donné quelque part une solvabilisation financière au centre de santé, alors que comme vous le savez, les centres de santé remplissant des fonctions que nous, les libéraux, nous ne remplissions pas, par exemple pour l'accès aux droits, pour l'accès, etc., évidemment, ils étaient chroniquement déficitaires et c'était une vraie injustice, je dirais, pour eux. Alors, les centres de santé, quand ce sont des vraies équipes de soins primaires ou même des équipes de soins primaires avec des acteurs de soins secondaires qui sont dans le centre de santé, pour nous, il n'y a aucune difficulté. Et même sur le plan législatif, il n'y a pas de possibilité de refuser à un centre de santé d'intégrer une CPTS et de participer au projet de santé et d'y amener ses enrichissements et ses plus, bien entendu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous remercie. En somme, beaucoup de choses existent. Vous le verrez au fil de votre pratique, de nombreux projets innovants sont déjà en place. Ils n'attendent que vous, si c'est ce qui vous attire. Pour votre pratique, à vous. Nous l'avons esquissé, tous les modes de pratique, finalement, peuvent être compatibles avec l'interprofessionnalité. Et donc, pour conclure, chers co-internes, soyons-en convaincus, nous sommes la médecine générale de demain.
notre motivation, nos idées, nos projets, nos attentes sont l'avenir de la profession. Et pour définitivement conclure, citons un dramaturge grec, Euripide, qui disait « Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble ». Merci à tous.